C'est le roi de la comédie, acteur, réalisateur et on le sait moins, un passionné d'art, Gad Elmaleh. Bonsoir, bonjour. Bonjour tout le monde, ça et va? bienvenue. Là, ok. Installez-vous. Je suis très Je vous content, c'est la toute présente première. le public, je vous présente mes acolytes, la bande de la Grande Galerie francophone. Merci. Première question, ce sera un rituel pour tous ceux qui nous accompagneront Allez. dans cette émission. Quelle place occupe l'art dans votre vie ? Ça occupe une place d'inspiration surtout, parce qu'on pense que les humoristes sont inspirés que par les humoristes ou par les acteurs. Et moi, j'étais inspiré par la danse, j'étais inspiré par le mime, et j'étais inspiré par l'art aussi, donc par l'art contemporain surtout. Et donc, ouais, ça occupe une place assez importante, on doit dire. Mais c'est pas... Ça provoque quoi chez vous ? Plein de choses, de la colère, non, de la perplexité, de l'inspiration, de la liberté. Et il y a une autre chose qui est importante pour moi, et je crois qu'on partage un peu ça, Ali, c'est ce que j'appelle le syndrome du blédard. C'est-à-dire, le syndrome du blédard... Le syndrome du blédard, qu'est-ce que c'est ? C'est le complexe d'inculture qui n'est pas justifié, hein, parce qu'il y a des gens qui naissent dans des grandes familles très lettrées, instruites et cultivées, mais qui ne connaissent pas l'art. Et il y en a d'autres qui ont des parcours beaucoup plus, on va dire, sans éducation à l'art et qui s'y intéressent. Et moi, je crois que ça m'a toujours un peu causé un petit problème de complexe où je me disais je connais pas l'art, est-ce que j'ai le droit moi d'en parler, est-ce que vraiment parce que rentrais... vous en parlez dans votre spectacle. Ouais, je me demandais si c'était un pur j'étais sketch. intimidé comme si j'avais pas le droit. Mais justement sur scène, vous en parlez, et notamment dans ce spectacle lui-même. Oui. Lui-même, c'est vous. Oui. Regardez. Et là où je suis un sale gosse, c'est que face à ce complexe d'inculture livresque, au dessert, j'ai pris ma revanche. J'ai inventé un livre que j'avais soi-disant lu. Et j'ai dit dans un grand silence, qui ici a lu Il pleut sur mon vélo de Jean-Bastien Valvez? Il y a un des gars, il a dit oh là là, formidable. Et le mec s'est mis à nous raconter le livre. Écoute-moi bien, il le racontait tellement bien, il m'a donné envie de le lire. Vous l'avez vécu cette histoire ? Oui, je l'ai vécu. J'avais fait, c'était pas ce titre, mais j'avais fait semblant d'avoir lu parce que j'étais dans des cercles comme ça où tout le monde avait tellement tout lu et connaissait tout. Et c'est un mauvais réflexe parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux, mais il faut du temps pour comprendre ça. Il n'y a rien de mieux que de dire je sais pas et de poser les questions et plutôt que d'être complexé et d'être surpris. Mais ça arrive souvent. Je sais pas si ça vous arrive. Parfois, on est là en train de dîner avec des copains. Moi, il y a des gens qui disent « T'as vu tel film ?» Et on n'ose pas dire non. On est fou, c'est pas grave. Donc, parce qu'il y en a un qui a dit oui, l'autre qui a dit oui. J'ai adoré, moi j'ai pas aimé. Le sixième fait « Ouais, moi non, tu l'as pas vu, c'est pas grave. » Et l'art, c'est pas forcément l'esprit de sérieux. C'est le pari de cette émission, on va le voir. Pour moi, l'art, c'est la liberté. C'est le mot qui me vient tout de suite. C'est la liberté avant tout, une liberté folle. C'est le seul art, Fabrice, oui. si on parle de la danse, le spectacle, la littérature, le cinéma, il faut faire du nombre. C'est-à-dire pour exister, il faut faire du nombre. Un artiste, si demain je suis un artiste et je vous dis ça c'est une œuvre d'art et que vous appelez François Pinault ou Ali, que vous avez envie de l'acheter, je peux en vivre, je n'ai pas besoin du nombre. Donc j'ai une liberté totale quand je suis artiste. C'est la plus grande liberté de tous les secteurs de la création. Et c'est la différence d'ailleurs entre l'artiste et l'artisan. L'artiste peut être complètement libre alors que l'artisan doit être utile. Waouh. Oui. Est-ce que je peux avoir le prix du verre d'eau Exactement. Est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que vous l'exposeriez chez vous? Parce que vous êtes... si Pinault dit que c'est... si Pinault, si oui. Pinault le prend à Venise, Arnaud. si Pinault le prend à Venise, on est bon. Si Kamel Menour prend le tabouret qu'il y a juste à côté... Parce que vous êtes un collectionneur, on le sait peu. Vous êtes un j'aime. collectionneur d'art, mais comment est-ce que vous l'êtes devenu d'ailleurs? Alors, la première œuvre que j'ai achetée à Kise, c'est sur un marché en pleine tournée. Elle coûtait 200 francs. Et ça, c'est combien d'euros, 200 francs? 200 francs, ça remonte à il y a très longtemps, je crois que j'étais pas né. 30 euros. Voilà. 30 euros. Et en fait, c'était cher, bien que ce soit pas beaucoup d'argent. Non pas parce que c'est une somme élevée, c'est que c'était cher parce que c'était la première fois que j'achetais quelque chose qui, pour moi, à l'époque, n'avait pas une grande valeur. Et j'ai tellement hésité ce jour-là. J'étais gamin, hein. Enfin gamin, j'avais 18, 19 Si, ans. à l'époque du franc, vous étiez encore gamin. Ouais, j'étais gamin. Dans un marché. Et en fait, c'est la première fois que j'ai acheté quelque chose
qui n'allait pas être utile immédiatement. La première, mais ça me touchait tellement, et je l'ai encore cette œuvre. Je l'ai encore. C'est 2 lignes. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme et une femme qui font l'amour. C'est un homme et une femme. On les identifie. Mais c'est 2 lignes. Et ça vous émeut toujours? Ah ouais, je l'ai gardé. Alors Mais je c'est fais croire que je l'ai payé beaucoup plus cher. Ah bah évidemment. Mais en tout cas, il y a un goût pour l'art que vous avez développé avec quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Kamel Mennour. C'est l'un des très grands galeristes. Lui aussi, il a surmonté le syndrome du blédard. Et on est allé le voir, on lui a demandé qui était Gad, l'amateur d'art. Ah, C'est quelqu'un qui a vraiment cette sorte de souci de découvrir, mais d'une manière profonde, et de ne pas uniquement effleurer en surface. Donc, ce qu'il fait certainement dans ces clubs de stand-up, en fait, le milieu de l'art, le monde de l'art plutôt, s'apprend grâce à des clés de pénétration qui permettent en fait de décrypter. C'est comme un musicien qui va, grâce au solfège, pouvoir jouer au piano. Et donc, Gad, c'était un peu ça. Il ne voulait pas uniquement dire « Ah, c'est beau », c'était absolument pas ça. Sa démarche, c'était de comprendre exactement l'obsession, la problématique de tel ou tel artiste par rapport à la formalisation d'une œuvre qu'il avait face à lui. Kamel, ça me touche énormément. Kamel, c'est un ami et c'est quelqu'un que je respecte énormément. c'est devenu un ami, c'est un On type est extraordinaire, très Fabrice. proches. Oui, et je trouve qu'il y a un parallèle entre vous, Gad et Kamel, parce que Kamel, il vient de banlieue, il venait pas du tout du sérail de l'art, il a commencé en vendant des lithographies, et puis aujourd'hui, il a une des plus grandes galeries au monde, avec des stars comme Daniel Buren, avec des jeunes artistes qui sont en train de devenir des stars comme Mohamed Bourissa. C'est un mec assez génial, que je veux dire, cette réussite incroyable. Et quand vos parents vont chez vous, votre père notamment, bon, il comprend votre passion pour l'art et il partage les mêmes goûts ou pas du tout? Pas vraiment. D'abord, Pas vraiment? D'abord, il faut le dire. L'art, il y a l'histoire c'est lié immédiatement à l'aspect financier. Donc, c'est des choses qui coûtent. Plus les objets sont... Enfin, il y a un cours, c'est pas vous que je vais apprendre ça, il y a un marché, c'est beaucoup d'argent, ça coûte cher. Moi, je peux pas dire à mes parents, avec le parcours qu'ils ont, l'éducation, la génération, le prix des choses. C'est un peu absurde quand mes parents viennent. En plus, moi, ils ont un problème, mes parents, ils veulent savoir combien coûte chaque chose. Donc moi, comme un con, je baisse les prix comme si je vais leur vendre. Ça ne veut rien dire. Mais c'est par pudeur, c'est... Moi, j'invente même des versions. L'autre jour, ma mère m'a dit sur un lave-vaisselle, combien tu l'as payé? Je dis, je l'ai gagné à un concours. C'est débile. Parce que vous en parlez dans votre spectacle. Oui. Je dis que mon père regarde une œuvre de Georges Condo. Et il dit à ma mère, regarde celui-là, dans quoi il jette son argent, il a dû payer ça au moins 1 000 €. Et moi, je suis derrière, je dis, waouh, si tu savais. Alors voilà, je veux pas être... Il y a quelque chose, donc on Je crois que disait- c'est une émission qui va provoquer des contrôles fiscaux chez tous les invités. Oui, en tout cas, vous êtes le premier. C'est une émission, voilà, cette émission. Il y a un artiste que vous adorez, c'est un Américain, John Baldessari. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? On va voir quelques-unes Très de touché ces par justement, images. Lui, il avait cette phrase, « Je ne veux plus jamais faire de l'art ennuyeux, de l'art qui ennuie. Et il disait, voilà, mon art, il est cool, il est drôle, il est sardonique, il est provocateur, et c'est l'un des plus grands artistes contemporains. Oui, il y a un documentaire incroyable sur son travail, sur la manière dont il travaille. Là, on voit l'image, par exemple, des pastilles sur les visages. Oui. C'est assez, c'est vraiment assez emblématique de son travail, mais ça provoque un tas de choses que d'autres formes d'art ne provoquent pas chez moi, c'est-à-dire la simultanéité des émotions. C'est rare que dans un ballet, dans un spectacle comique ou dans un film, ça provoque... c'est angoissant, c'est drôle, je suis perplexe, je comprends pas, je suis curieux. Il y a trop de choses. Et c'est un artiste qui éveille, il me met en éveil, quoi. Il éveille des sens chez moi qui sont multiples, en fait. Et j'adore cet artiste. On est sur TV5 Monde et vous êtes le c'est comédien c'est francophone TV5 par Monde excellence, mais bien sûr. Ah, c'est pas... pourquoi tu Né m'as à pas dit... Casablanca, vous avez vécu au Québec. Il y a un accent à Monaco ou pas? Il n'y a pas d'accent à Monaco, mais Non. il existe le monégasque. Bien sûr. Les enfants à Monaco apprennent le monégasque. Mais en tout cas, revenons au Maroc parce qu'il y a quelque chose d'assez génial dans la francophonie, c'est que dans le français, il y a beaucoup de mots qui viennent de l'arabe, et oui. dans le dialecte marocain, il y a beaucoup de mots qui sont aussi empruntés au français. Beaucoup. Et c'est très drôle. Une voiture, Automobile. automobile, Ah oui, c'est vrai. une télévision. Télévision. Un hôpital. Non, mais non, mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous fait rire dans cette langue, Ah oui. parce qu'on s'approprie le français, on le fait vivre, on le De plus en revisite. plus, d'ailleurs, la francophonie a intégré les dialectes
Pas qu'au Maroc, hein, je parle avec des amis qui parlent le Wolof, avec des Algériens ou des Kabyles qui parlent le berbère, et surtout les termes actuels, enfin actuels, c'est quand même plus de 20 ans, mais Oui. ils sont conjugués. Par exemple, se follower en Darija, si je veux te dire tu m'as, t'as arrêté de me suivre, c'est unfollowitini. Ils ont conjugué. Unfollow Par exemple, si je Witini, veux ça vous veut dire je tu as vous ai arrêté écrit de me sur follower. Facebook, Facebook, je vous ai Facebooké. Tu Facebook, tu Facebook. Facebook Tini. Non mais c'est vrai. Et si t'as envoyé un WhatsApp? WhatsApp etik. C'est vrai. Mais- Et WhatsApp Tini. WhatsApp check tout à l'heure. WhatsApp etik. Ali, vous avez quelque chose avec les langues Gad. Parce qu'il y a Nathalie. quelque chose que vous ignorez de Gad Elmaleh, c'est un grand compliment. Vous êtes le seul nom québécois de souche capable d'imiter correctement l'accent québécois. Alors. Parce qu'on a ça en commun. Vous avez la nationalité canadienne Oui, aussi. exactement. Voilà. Et ça me touche que vous le disiez parce que c'est vrai que, d'abord, j'ai vécu au Québec. Et je pense que la raison pour laquelle vous dites ça, enfin, moi je le ressens comme ça, c'est que imiter un accent, c'est comprendre une culture. C'est comprendre les gens avec qui on vit. Le Québec, au-delà de l'accent, il y a une manière. C'est là, c'est ça. Il y a quelque chose qui est... C'est beau. J'adore la question chauvine. Est-ce qu'il y a un mot ou une expression québécoise qui vous a jamais quitté depuis que vous avez quitté le Québec? Waouh. Il y en a une qui me fait à la fois rire, qui est mélancolique et qui raconte tout, c'est « J'ai mon voyage J'ai mon voyage. Est-ce que vous voulez expliquer ce que ça veut dire, j'ai Ouais. mon voyage? ». J'en ai marre. Oui, C'est vrai? J'en ai ras-le-bol. Voyage. C'est magnifique. C'est chic. Tu vois? J'ai mon voyage. J'ai mon voyage. Accent tonique sur le mot. J'ai mon voyage. Voilà. Et Est-ce que tu savais qu'au Québec, quand les gens s'embrouillent, quand ils se disputent, ils s'appellent par le prénom et ils précisent le nom de famille. Si par exemple ta compagne était québécoise, eh ben si un jour tu l'énerves, elle peut te dire Ali Badou. c'est mon nom. C'est vrai. Mais c'est que que moi, ça quelque m'est chose arrivé. de grave. Il y a très longtemps, je suis sorti avec une québécoise, elle était énervée, je suis rentré, elle me dit Gad Elmaleh. Je dis mais pourquoi tu dis mon nom de famille? Elle me dit parce que je t'ai énervé. Ok, d'accord, tu dis mon nom de famille. Lauriane? Moi, j'aimerais vous montrer une œuvre, c'est la Madone Sixtine de Raphaël. Elle a été peinte en 1512, elle est exposée en ce moment en Allemagne. Votre fils s'appelle Raphaël, justement, coïncidence. Et dans votre film Reste un peu, vous parlez de votre conversion au catholicisme et notamment de la façon dont vous êtes tombé amoureux en adoration, en passion pour la Vierge Marie. Qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous touche quand vous voyez ce tableau de Raphaël ? Alors, beaucoup de choses. D'abord, la conversion, c'est bien sûr dans le scénario. Dans la vraie vie, je n'ai pas, contrairement à ce que les gens pensent, j'ai pas reçu de baptême. Mais j'ai un vrai amour, une vraie fascination pour la Vierge Marie. Ce qu'elle représente, donc sa représentation concrètement, hein, comment elle est représentée. Pour une histoire d'enfance toute bête, j'ai grandi au Maroc et dans les rues de Casablanca, il y avait un bâtiment. Je ne savais pas ce que c'était, mais mon père me disait « tu n'as pas le droit d'entrer dans ce bâtiment ». Et quelques années plus tard, j'ai su que c'était une église. La cathédrale? Ouais. Et il ne voulait pas que je rentre dans cette église. Moi, je ne savais pas que c'était une église, je voyais un grand truc comme ça. Il me disait « jamais, tu ne rentres jamais ». Mais quand tu as 5 ans, on te dit « tu ne rentres jamais », tu as un seul truc que tu Évidemment. vas faire, tu vas rentrer. Et je suis rentré, je suis tombé nez à nez avec une représentation de la Vierge Marie. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, tu as eu une vision, épiphanie. Non, je n'ai pas vu la Vierge, j'ai vu une statue de la Vierge, j'ai fondu en larmes. Et là-dessus, c'est toujours très émouvant de voir la protection, l'absolu, l'enfant. Et puis Raphaël, en plus, c'est un vrai clin d'œil, quoi. Et on va continuer justement avec une exposition événement, celle que consacre la Philharmonie de Paris à un autre immense artiste, Vassili Kandinsky. Juste avant d'aller la découvrir, nous avons notre expert maison que vous connaissez bien, il s'appelle Alex Vizorek. Alex Vizorek va nous aider à comprendre Kandinsky. C'est l'heure du Vizorexpert. Aujourd'hui, Kandinsky et la musique des couleurs à la Philharmonie de Paris. Le tableau sur l'affiche, c'est Jaune, Rouge, Bleu. Un titre qui vous paraît bizarre si vous êtes daltonien. Mais zoomons dedans, il y a une chose formidable. Kandinsky avait inventé le Rubik's Cube avant l'invention du Rubik's Cube. Kandinsky prétendait voir des couleurs en entendant de la musique. Ce qu'aujourd'hui on appelle la synesthésie.
ce qu'à l'époque on appelait « Vassili, t'as encore trop bu de vodka, non ?» Cette révélation d'entendre des couleurs, Kandinsky l'a eue en écoutant un opéra de Wagner. Et c'est vrai que après 4 heures d'opéra de Wagner, on voit des trucs étranges. Coup de bol, il a voulu peindre. Il y en a qui ont voulu envahir la Pologne. Mais revenons sur son œuvre. Kandinsky naît à Moscou en 1866. Il a notamment peint ceci, carrés et cercles concentriques, qu'il aurait pu appeler 12 Mexicains vus du ciel. Autre chef-d'œuvre magnifique, cercle encerclé. Tableau que certains interprètent comme l'expression de l'équilibre du cosmos. Moi, j'y vois plutôt une plongée dans la pupille d'un consommateur de LSD. Maintenant, vous savez tout, il ne vous reste qu'à aller à la Philharmonie. Suivez le guide. Pom 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 pom. Kandinsky, la musique des couleurs, c'est donc jusqu'au 1er février prochain à la Philharmonie de Paris. Vous le connaissez bien, Alex, il est venu tester son nouveau spectacle au Vigs. C'est Oui. votre nouveau comédie club à Marseille. Exactement, et je l'ai vu travailler. Moi, j'adore voir les comiques travailler comme à la salle de sport, essayer les blagues, se planter, les refaire. C'est une tradition plus nord-américaine. Au Québec, en tout cas, c'est un vrai travail que font les comiques. Et au Vigs à Marseille, ouais, j'ai eu l'occasion de le voir avec Philippe Cavrivière. Et j'adore Alex Vizorek. Alors, il y a au Maroc où vous investissez, il y a Marseille, plus au nord, il y a Paris avec Michou, votre nouvelle salle. Juste en face, vous avez un voisin. Ah, j'ai un voisin, C'est Madame Arthur. illustre voisin. Et justement, Mais Charlie, oui. Charlie Vaudou, qui Les est... voisines, vous le connaissez? tu peux. On est voisins On voisines. s'est ouais, pas on est encore croisés. Voisins en voisines, face. pas Tu as encore. besoin de farine ou de beurre, tu viens à la É- maison. Écoute, très bien. J'ai de l'huile d'olive, hein, si jamais. Ah ben, c'est merveilleux. Et des dates. Eh ben vas-y, on fait une focaccia, c'est parti. là. Qu'est-ce qui t'inspire, Gad, Charlie? Qu'est-ce que tu m'inspires? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose de... Prends ton temps. Oui. Je vais te dessiner comme une de mes françaises. T'inquiète pas. Avec uniquement ce bijou. Pour moi, c'est la nuit, c'est Pigalle la nuit. C'est toi. Pour moi aussi, c'était Pigalle la nuit en descendant la rue. Ah, moi, je la remonte. Ah, tu l'as Gad, on va explorer vos goûts, qu'ils soient bons ou mauvais, en tout cas, peu importe. Et pour ça, on va faire un tu préfères. Je précise que tout est en lien avec votre vie pour ceux qui nous regardent. Casablanca ou Montréal? Oh, Casablanca. Michael Jackson ou Claude Nougaro? Ça, c'est le genre de questionnaire où tu dois imaginer avec qui tu vas te fâcher. Michael Jackson. Le couscous de votre mère ou un sandwich au thon à la sévillane? Tu veux que je me fasse tuer ou quoi? Ah, le couscous de ma mère. Qui dit enfant, je peux te faire des sandwichs aussi. Jerry Seinfeld ou Charlie Chaplin? Ah, t'es dur. C'est dur. Jerry Seinfeld. Le jour ou la nuit? Le jour, définitivement, et plus précisément le matin. Le matin tôt. Et alors, de manière totalement arbitraire, et là, il n'y a aucun rapport avec vous, Delacroix ou Van Gogh? Moi, je dirais Delacroix pour le Maroc aussi, parce que... Ouais, et pour la croix. Mais non, mais pour Delacroix pour le Maroc surtout. Mais vous allez comprendre, on va passer tout ça au filtre de l'intelligence artificielle. On a mis tous ces éléments dans un logiciel et on va regarder le résultat fabriqué par une intelligence artificielle. Oh, ça va, C'est pas mal. Non, mais j'adore. Bon, J'adore. on nous Bah alors, fera. attends, c'est bien, c'est Michael Jackson, c'est la mosquée Hassan II, Exactement, à Casablanca. c'est Jerry, Et c'est Jerry Seinfeld. c'est moi, Et c'est vous. et c'est un couscous. C'est un couscous, évidemment, c'est le couscous de votre mère, c'est pas n'importe lequel. C'est incroyable.